Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Bérengère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, pour parler d'un rapport implacable sur l'impunité des viols et des agressions sexuelles en France. Mais avant cela, comme chaque semaine, je vous propose de nous engager contre un système qui fabrique du silence, du déni et de l'injustice. Chaque année en France, 153 000 personnes sont violées ou subissent une tentative de viol. Parmi elles, seules 19 000 portent plainte. Autrement dit, 9 victimes sur 10 se taisent ou sont réduites au silence. Sur ces 19 000 plaintes, moins d'un tiers va donner lieu à des poursuites. In fine, tout au bout du parcours judiciaire, seuls 636 auteurs seront condamnés. Ce chiffre nous donne la mesure du déni et de l'impunité collective révélée dans le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. Une victime de viol sur 300 obtient justice. 0,4% des agresseurs sont condamnés. Alors pourquoi une telle faillite ? Eh bien parce que dès le dépôt de plainte, les obstacles se dressent. Les victimes redoutent de ne pas être crues. Elles choisissent parfois la main courante, qui n'a aucune valeur judiciaire, par peur des conséquences d'une plainte. Certaines se voient découragées, d'autres entendront que leurs propos ne tiendront pas devant un magistrat. Parce que les parquets classent sans suite plus de 2 affaires sur 3, souvent sans explication, souvent sans avoir entendu l'agresseur. Parce que trop de viols sont correctionnalisés. On rabaisse le crime en délit, on évite les cours d'assises, on économise du temps, de l'argent, des moyens, et on nie aux victimes la reconnaissance de ce qu'elles ont subi, un crime. Parce que la culture du viol est partout, dans les commissariats où persistent les stéréotypes sexistes, dans les expertises psychiatriques qui minimisent les traumatismes, dans les salles d'audience où la victime doit encore prouver qu'elle est crédible, qu'elle est une bonne victime. Parce que le parcours judiciaire réactive la douleur, répéter son histoire encore et encore, être confronté à son agresseur, être examiné, décortiqué, parfois humilié. Tout cela au nom de la justice, mais sans justice à l'arrivée. Et parce que les moyens manquent cruellement. Trop peu d'unités médico-judiciaires, trop peu de formation sur le psychotraumatisme, trop peu de structures spécialisées pour accueillir et accompagner les victimes. Sans oublier les associations de terrain en première ligne, condamnées à survivre avec des budgets qui se réduisent d'année en année. Voilà pourquoi seulement 0,4% des agresseurs de viol sont condamnés. Non pas parce que les victimes mentent, non pas parce que les faits sont flous, mais parce qu'à chaque étape, notre système fabrique du silence, du déni et de l'injustice. En France, le viol est le crime le plus jugé aux assises. Rapporté au nombre massif de victimes, il est aussi celui qui reste le plus impuni. La France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant. Il est temps que demain, ce ne soit plus l'Europe qui nous rappelle à nos manquements, mais que le rapport du Haut Conseil à l'égalité oblige enfin notre justice. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Bérengère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Un Haut Conseil qui vient de publier un rapport implacable sur l'impunité des viols en France avec 61 recommandations pour en finir avec le déni et l'injustice. Bonjour Bérengère. Bonjour Muriel, merci pour l'invitation. Bien, merci d'être là avec nous. Alors ce rapport, Mettre fin au déni face aux viols et aux agressions sexuelles, publié la semaine dernière, met en lumière un système où chaque année 153 000 victimes obtiennent pas réparation réellement. Seuls 636 obtiennent une condamnation pour leur agresseur. Alors, vous vous attendiez à un tel constat ? En fait, c'est un rapport qui est glaçant, mais qui est absolument essentiel, qui repose sur des chiffres très concrets des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Ce qu'il faut faire comprendre à vos auditeurs qui n'ont pas encore pris connaissance du rapport, c'est que en fait, ce sont des violences qui touchent exclusivement des femmes, parce que les victimes sont 96% de femmes majeures, elles sont 87% des filles, enfin des victimes sont des filles, et les violences sont perpétrées majoritairement par des hommes. 97% des mises en cause sont des hommes. Donc ça, c'est important de montrer et de faire le constat. Ensuite, du coup, vous l'avez rappelé, c'est un crime de masse. Un crime massif parce que ça représente 63% des crimes jugés en France en 2023. À titre de comparaison, 25% les homicides représentent 25% des crimes.
Et on a une baisse d'efficacité quelque part, parce qu'en fait, on se retrouve avec une plainte sur 30 qui est aujourd'hui condamnée, alors qu'en 2016, c'était une plainte sur 15. Donc on voit bien en fait, en plus, qu'on est moins efficace qu'on a pu l'être. Parce que aussi, on a une augmentation du nombre de plaintes. Les plaintes ont été multipliées par 3, alors que nous avons des condamnations qui ont seulement augmenté de 30%. Donc il y a une décorrélation très importante entre le besoin de justice et la justice rendue. Et donc le Haut Conseil à l'égalité dénonce quoi ? Dénonce en fait le fait que la justice d'aujourd'hui manque à ses devoirs fondamentaux, c'est-à-dire de protéger les victimes et de condamner les agresseurs. Ce rapport, il est extrêmement important. Il faut absolument que vous le lisiez. D'ailleurs, il est disponible sur le site en libre accès, le site du HCE. Vous parlez d'une véritable faillite collective. Alors, où se situe, selon vous, le cœur de cette faillite ? Qu'est-ce que ça dit de notre justice quand plus de 2 plaintes pour viol sur 3 sont classés sans suite et que seulement 0,4% des agresseurs sont condamnés. Qu'est-ce que ça dit de notre justice ? En fait, je pense que ce qu'il est important d'expliquer à vos auditeurs, c'est qu'il y a une déperdition à chaque étape du parcours de la victime. D'abord, au moment de la révélation des faits, de l'accueil de la parole. Il faut savoir que les victimes ont du mal à mettre le mot viol sur ce qu'elles ont vécu. En fait, il faut sortir du mythe du viol actuel, c'est-à-dire de penser que chaque victime, en fait, ne connaît pas son agresseur. C'est un agresseur inconnu qui agit la nuit dans une ruelle sombre. En fait, la grande majorité des victimes connaissent leur agresseur. Et donc, en fait, il y a aujourd'hui 3 raisons principales sur le fait que les victimes n'osent pas parler et ne mettent pas le mot viol sur ce qu'elles ont vécu. C'est 3 raisons principales. C'est la stratégie de l'agresseur. Il s'agit d'isoler la victime, de la dévaloriser, de faire en sorte aussi qu'elle culpabilise, et également le fait qu'il y ait presque de la peur, en tous les cas inciter à la peur. Également aussi la culture du viol, qui est extrêmement présente dans notre pays, et la silenciation des victimes. Aujourd'hui, une victime ne parle pas. Elle ne parle pas parce qu'en fait, on lui laisse penser ou on lui dit qu'elle l'a bien cherché et qu'elle le méritait. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ancré. Et ce qui aide la stratégie de l'agresseur, c'est en fait qu'on a une vision très archaïque dans notre société de la sexualité. Il faut savoir encore en France, en 2025, 20% des Français pensent qu'une femme aime être forcée. Et donc tout ça aggloméré, ça finit par passer de 153 000 victimes déclarées à 19 000 plaintes. Et donc du coup, on a une baisse colossale entre les victimes déclarées et les plaintes qui sont déposées. Ça pose aussi la question du viol conjugal, dont on parle de plus en plus, qui est intégré dans les chiffres que l'on donne là aujourd'hui, où on a beaucoup de mal à identifier les viols conjugaux. Alors on a beaucoup de mal, bien sûr, à les identifier. En plus, quand je vous disais que la victime connaît son agresseur, en général, c'est dans son entourage et c'est particulièrement son conjoint ou ex-conjoint. Et donc oui, le viol conjugal est très présent dans notre société. Et c'est un viol qui est particulièrement difficile à prouver. Et c'est aussi très difficile de se faire entendre. Quand on est victime, aujourd'hui, il y a une forme d'impunité. Même pendant longtemps, le devoir conjugal, c'était aussi d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Alors, c'est un système quand même qui navigue dans le silence, dans l'injustice, dans le déni. Alors, ce rapport, il est important parce que vous dénoncez ces faits, mais il est aussi important parce qu'il y a des recommandations. Il y en a beaucoup, il y en a 61, et on espère qu'elles vont venir briser ce cercle de l'impunité et pouvoir changer la vie des victimes. Donc, je vous propose dans un instant de revenir sur ces recommandations. À tout de suite sur Sud Radio. Retrouvez la force de l'engagement avec AJP. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Donnez la parole à celles et ceux qui font bouger la société, c'est sur Sud Radio et c'est la force de l'engagement. Aujourd'hui, avec Bérengère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'égalité, nous nous engageons contre le déni et l'impunité des viols. Bérengère, face à cet échec systémique de la prise de parole et de la réponse judiciaire des viols et des agressions sexuelles en France, votre rapport formule 61 recommandations. Quelles sont, selon vous, celles qui peuvent vraiment briser ce cercle de l'impunité et changer la vie des victimes ?
Il faut d'abord, et je le disais, et je précisais sur la précédente question, qu'il faut absolument permettre la révélation des faits. Et pour ça, il faut déconstruire la culture de viol dans notre pays, et ça passe par des campagnes de sensibilisation massives et également la mise en place des cours à la vie affective, relationnelle et à la sexualité auprès de nos plus jeunes, à toutes les classes d'âge, pour que ça puisse infuser et qu'on arrête d'avoir cette culture du viol qui soit aussi présente dans notre pays. Aussi qu'on ait davantage d'unités pluridisciplinaires. C'est très important qu'on ait davantage de maisons des femmes, au moins une par département. Également des CRP, qui sont les centres régionaux de gestion des psychotraumas. Absolument indispensable, parce qu'il n'est pas rare d'avoir des victimes qui, du coup, souffrent de dissociation ou d'amnésie. Et donc, ça a des conséquences aussi, après, pour la révélation des faits. Et puis, également, d'avoir des UMJ, des unités médico-judiciaires. Tout ça, c'est très important pour que les victimes puissent être bien accompagnées, avec l'aide des associations qui font un travail formidable sur le terrain, mais aussi qu'il puisse y avoir un bon recueil des preuves, parce que c'est grâce à ces preuves qu'elles vont pouvoir constituer le dossier, qui vont permettre, après, de permettre la condamnation de l'auteur. Parce que sans preuve, c'est souvent comme ça, malheureusement, qu'il y a des classements sans suite. Donc c'est indispensable. Ensuite, ce qu'il faut, c'est améliorer aussi la gestion, la prise en charge, j'ai envie de dire, de la police et de la gendarmerie. On a des manquements très importants sur l'accueil des victimes. Une victime, elle subit souvent des questionnements avec des biais genrés, des biais sexistes. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ait des trames d'audition qui puissent être similaires pour toutes les victimes de violences sexuelles, afin d'éviter évidemment ces biais. Et puis la formation. Ça passe évidemment la formation des policiers et gendarmes, qui est un indispensable, mais au-delà aussi tous les personnels qui ont contact avec les victimes. Je pense aux avocats, je pense au personnel de santé, de l'action sociale, les experts psychiatriques aussi, qui aujourd'hui ne sont pas formés, alors qu'ils font des expertises psychiatriques. Oui, et qu'on remet beaucoup en cause. D'ailleurs, un certain nombre de profils ont été repérés, et notamment des plaintes ont été déposées par des associations féministes contre un certain nombre, qui ont toujours tendance à aller contre la victime, alors qu'ils sont là pour rendre des expertises psychiatriques, évidemment extrêmement professionnelles, et on leur demande de le faire. Donc ça, c'est très important. Et puis ensuite, c'est comment on fait en sorte de protéger aussi la victime lors du procès, c'est-à-dire de l'audience jusqu'au jugement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est pas rare d'avoir des victimes qui se retrouvent avec des plaidoiries adverses qui sont humiliantes. On a vécu dernièrement des très importants, notamment dans le procès de Pardieu, avec une condamnation pour victimisation secondaire. Exactement, ou même Gisèle Pellicot, qui a dit qu'elle se sentait elle-même coupable, en fait, dans la façon dont elle était traitée. Donc c'est très important, et c'est pas rare d'avoir donc des victimes qui se retrouvent à avoir des remises en cause de leur façon de se comporter, de la remise en cause du récit. La remise en cause on parle de leur nombre de partenaires sexuels. Donc c'est très humiliant, et c'est aussi très douloureux pour elles d'aller répéter maintes et maintes fois aussi les faits qui ont été particulièrement traumatisants. Il faut savoir que la France a été condamnée à 4 reprises en 2025, entre avril et septembre, et vous le dites notamment sur la revictimisation secondaire. Ça consiste en quoi dans ces 4 procès ? C'est que vous avez notamment le fait de ne pas prendre en compte les propos de la victime, alors qu'il y a des éléments matériels qui sont extrêmement probants. C'est des délais qui sont absolument colossaux par rapport du coup à la situation de la victime. On ne peut pas faire attendre de façon indéfinie la victime, ou même aussi d'avoir eu un interrogatoire qui était empreint de culture du viol. Et donc, à cause de tout ça, on se retrouve avec 153 victimes qui se transforment en 19 000 plaintes, qui se transforment ensuite en 5500 poursuites. Et après, on a 2465 procès seulement. Et vous le disiez vous-même, 636 condamnations. Donc en fait, on a une déperdition à chaque étape du parcours de la victime qui est abyssale. Et qui, je le disais tout à l'heure, le HCE dénonce vraiment que la justice manque à ses obligations fondamentales, c'est-à-dire de condamner les auteurs et de protéger les victimes. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on a une situation qui est, je le disais, glaçante. Mais je crois que ce rapport est absolument essentiel pour justement montrer
là où il y a des failles dans tout le parcours des victimes. Alors, ce rapport, il est vraiment essentiel, vous le dites, et je partage totalement ce propos. Il a un avantage, si je peux m'exprimer ainsi, c'est vraiment de pointer cette déperdition des victimes, ce qu'on n'avait pas analysé réellement jusqu'à présent. On disait il y a très peu de condamnations, mais l'analyse là, sur toutes les étapes que vous avez décrites tout à l'heure, est vraiment fondamentale. Mais vous êtes une experte, Bérangère. Vous avez été ministre, aujourd'hui vous présidez le HCE. Vous n'avez pas le sentiment que, quand on regarde des mesures qui sont évoquées à nouveau, sont des mesures qu'on a déjà abordées. Mais pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi on n'arrive pas à les mettre en place, ces mesures, honnêtement ? Il y a une non-prise de conscience de la société, au-delà d'aller mettre en place un certain nombre de modifier les lois, de mettre en place des politiques publiques. Il faut les faire, bien sûr. Il faut accompagner tous les acteurs pour mieux faire. Par contre, et je le disais, c'est la différence entre les 153 000 victimes déclarées de viol et les 19 000 plaintes. C'est là qu'on a la plus grande baisse. Et donc c'est parce que notre société est empreinte de sexisme, est empreinte de la culture du viol, et que c'est vraiment sur ce sujet qu'on doit s'atteler, je crois, en premier lieu. C'est plus facile d'aller mettre en place un certain nombre de politiques publiques pour les gouvernants, mais il faut aussi s'attaquer à quelque chose qui est complètement empreint dans notre société et sur lequel il nous faut agir absolument pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de sexisme, moins de culture du viol et donc in fine moins de violence. On a un peu de mal, parce que le programme EBARS, dont vous parliez tout à l'heure, qui est un programme totalement indispensable, qu'on soutient, que je soutiens, enfin que les associations soutiennent, on a du mal à le mettre en place. 2 séances par an, c'est pas suffisant pour combattre les stéréotypes que d'ailleurs le rapport sur le sexisme du HCE décrit régulièrement. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que derrière aussi, il y a quand même peut-être un manque de volonté politique face à ces questions ? Alors, moi, je suis assez confiante. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des annonces. J'espère qu'elles vont être suivies des faits avec le gouvernement qui est en passe d'être nommé. Il y a eu des annonces importantes parce qu'en fait, ce qui manquait jusqu'alors dans la mise en place des EBARS, c'est qu'on n'avait pas de programme qui était identique à tous les élèves d'une même tranche d'âge. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'est déjà une avancée très importante parce qu'en fait, on sait parfaitement ce que vont avoir en cours nos élèves. Et donc, du coup, un certain nombre de choses qui vont leur être données tout au long de leur scolarité. Ça, c'est une première chose. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est la mise en œuvre. Donc là, il faudra voir avec, évidemment, l'éducation nationale, le rectorat, et voir en local comment vont être choisis les référents égalité qui vont justement donner ces cours. Ça peut être le CPE, ça peut être le professeur principal, l'infirmière scolaire. Voilà, ça peut être divers acteurs qui peuvent intervenir. Évidemment, il faut qu'ils soient volontaires pour le faire auprès des élèves. Alors, vous parliez tout à l'heure des associations de terrain, souvent les premières à accueillir la parole des victimes sur ces questions de violences sexuelles et de viol. Et vous rappeliez aussi qu'elles manquent cruellement de moyens. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre l'impunité, le déni des viols, des agressions sexuelles sans un financement pérenne des associations ? Non, elles ont besoin d'un financement déjà qui ne baisse pas, mais surtout qui augmente. Il faut être très clair. Je le disais tout à l'heure, c'est pour aider et accompagner les victimes, il faut absolument pouvoir les accompagner sur la gestion des psychotraumas. Je vous disais, les victimes sont souffrent d'amnésie, souffrent de dissociation. Elles ont besoin qu'on remette quelque part d'équerre leur récit pour pouvoir se sentir victimes elles-mêmes, de ne pas culpabiliser et de pouvoir mettre le mot viol ou agression sexuelle sur ce qu'elles ont vécu pour pouvoir le formuler et donc aller déposer plainte. Ce gap entre les 153 000 victimes déclarées et les 19 000 plaintes sont absolument... ça devrait tous nous mettre dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est absolument colossal. Et donc, pour ça, il faut que les associations puissent continuer à avoir des moyens d'agir pour pouvoir accompagner ces victimes. Parce qu'en fait, quand ces victimes sont accompagnées, elles ont plus de facilité à déposer plainte, elles ont plus de facilité aussi à aller au procès. Nous défendons notamment aussi le fait qu'il y ait une aide juridictionnelle qui puisse être donnée sans condition de ressources et dès le dépôt de plainte. Comment on peut justifier encore dans notre pays qu'un agresseur ait le droit à un avocat commis d'office, quelles que soient ses conditions de revenus, et que du coup, la victime, elle, ne pourrait avoir une aide juridictionnelle que grâce à des critères, mais qui sont des critères extrêmement drastiques. Donc en fait, elles doivent avancer
de toute façon leurs frais oui, bien sûr, ça coûte très cher, parfois 30 000, 40 000, 50 000 et largement aussi, une grande majorité d'entre elles doivent les payer. Donc en fait, c'est extrêmement compliqué, et pour ça, il y en a beaucoup qui renoncent. Elles n'ont pas les moyens, et surtout ne savent pas exactement, au final, ce qu'elles ne savent pas où les trouver d'ailleurs. Voilà, exactement. Alors, le Haut Conseil à l'égalité, sont des rapports très importants chaque année. Il y a celui qui est très attendu sur l'état du sexisme en France, où j'imagine que cette année, on va balayer aussi les incels, on balayera le masculinisme, enfin, tous ces sujets qui perturbent très frontalement notre société. Vous l'avez dit, le sexisme quotidien nourrit la culture du viol. Est-ce que pour vous, au-delà de nourrir la culture du viol, il alimente les violences sexuelles, il alimente aussi les viols ? En fait, le sexisme, c'est une idéologie qui est basée sur une différenciation qui est en fait basée sur le genre, considérant qu'il puisse y avoir un genre qui soit supérieur à l'autre. Et parfois, on a des formes plus extrêmes qui appellent au harcèlement, au viol, voire même à toute forme de violence. Et on a la culture du viol qui, elle, pour le coup, est des attitudes, des comportements dans un groupe, dans une société, où pour le coup, on a une attitude de minimisation des viols, voire même une normalisation, et voire même à une incitation. Et voire dans des cas plus graves et même plus pervers, ça amène à des railleries, voire même du divertissement. Et donc, on voit bien qu'en fait, tout trouvait sens dans le sexisme, cette idée qu'il puisse y avoir un genre supérieur à l'autre, mais que très facilement, en fait, on a des formes extrémistes, et c'est ce qu'on traitera. Je ne vais pas, pour l'instant, en donner davantage, parce qu'on est au début de la rédaction de ce rapport pour 2026, donc un rapport qui est rendu tous les ans, qui fait état du sexisme en France. Et en effet, on a la montée des masculinismes qui, du coup, défendent cette idée de la supériorité du genre masculin sur le genre féminin, et qui, pour le coup, pour ceux qui sont dans un masculinisme les plus extrêmes, appellent, en tous les cas, à avoir une main ferme sur les femmes, voire même à faire un certain nombre de violences envers les femmes. Et donc les violences sexuelles ne sont pas de côté, évidemment, elles sont comprises dans ces appels aux violences. Merci Bérangère. Merci Bérangère Couillard d'avoir été avec nous ce matin. Merci au Conseil à l'égalité qui, à travers ses 6 commissions, produit des rapports essentiels pour éclairer et faire avancer notre société. Je rappelle que le rapport dont nous avons parlé ce matin est disponible sur le site du HCE. Je rappelle aussi que le viol est le crime le plus jugé aux assises et que, rapporté au nombre massif de victimes, il est aussi celui qui reste le plus impuni. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP.